Le réveil de l'info, c'est Atlantique Radio. Les décodeurs jusqu'à 9h30 dans la matinale et j'accueille avec moi dans le studio Hafid Boutaleb, analyste géopolitique. Comment ça va, Hafid ? Ça va très bien, bonjour Franck. Et on attend Salah-Eddine Nabira qui est sur la route. Oui. La pluie, les embouteillages, donc on l'attend, on t'attend. Salah-Eddine, et on va pas se plaindre de la pluie. Non, on va pas se plaindre de la pluie et on vous garde, cher ami, le sujet au chaud en attendant votre arrivée. Alors, je voulais vous faire réagir, mon cher Hafid, sur ce que je viens de donner comme info. Alors, à 8h11, 8h12, c'est une info un peu insolite. La rubrique s'appelle « Et vous trouvez ça drôle ». Mais aujourd'hui, on est purement dans la politique et je sais que vous aimez ça. Ça se passe au Brésil et vous savez, je vais le redire, je vais le résumer, peut-être vous n'étiez pas là de toute façon tout à l'heure à 8h12. La célèbre marque locale de thon brésilienne, vous voyez de quoi je vais parler, ils viennent de faire une vidéo qui passe sur les réseaux sociaux. Et il y a une actrice très connue là-bas au Brésil qui s'appelle Fernanda Torres et qui appelle le public à ne pas commencer l'année 2026 du pied droit. Mais avec les deux pieds. Et au Brésil, qui est actuellement donc dirigé par le président Lula, de gauche, commencer l'année du pied droit signifie commencer l'année du bon pied. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il y a un tollé du côté de la droite et de l'extrême droite en disant, en appelant au boycott économique de cette marque, parce que elle dit qu'il faut commencer avec les deux pieds et ne pas commencer l'année 2026 du pied droit. Voilà. Et notamment le fils de Bolsonaro, qui s'est filmé en train de jeter des tongs dans une poubelle. Bolsonaro qui lui est condamné à 27 ans. Ouais, 27 ans. C'est quand même pas rien. Donc oui, parce que ce qu'il faut dire aussi au Brésil, c'est que les élections auront lieu l'année prochaine. Oui, c'est ça. Effectivement. Ouais. Mais Bolsonaro est frappé d'inéligibilité. Oui, bien sûr, mais il y a toujours une menace, en tout cas, je veux dire, ça c'est notre commentaire, mais une menace pour le retour de l'extrême droite oui, au on l'a Brésil. vu au Chili, on en a parlé Ouais. avec un peu d'humour la semaine dernière. C'est vrai avoir de l'humour de temps en temps, mais c'est pas des critiques. Et c'est vrai que la gauche latino-américaine avait fait, il y avait eu une vague rose, on se souvient, et puis là ça recule de plus en plus. Il y a eu un rattrapage avec Lula da Silva, puisqu'il a pu être réélu pour un troisième mandat. Donc en 2022, face à Jair Bolsonaro, qu'il a aujourd'hui emprisonné. Mais ce qu'on sent, c'est qu'il y a vraiment en Amérique du Sud un clivage, c'est très clivé. En tout cas, ça démontre ce qui se passe en ce moment avec les tongs. Là. Et ils n'arrivent pas à se parler, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de dialogue. Je pense que c'est pas bon pour la démocratie. Quand ça en arrive à ce point, l'opposition, on comprend bien, mais il faut quand même établir des ponts et dialoguer. Et là, aujourd'hui, ça ne se parle plus ni entre la gauche et la droite au Brésil. La CAN, c'est le premier sujet, c'est le sujet d'ouverture, la CAN. Alors je vais rappeler les rencontres d'hier avec les scores, parce qu'en arrivant, vous étiez un peu à l'ouest, à Hafid Boutaleb. Le RDC contre Bénin, 1-0 pour la RDC. Ouais. Le Sénégal a remporté son match 3-0 face au Botswana. Le Nigeria a gagné 2-1 contre la Tanzanie. La Tanzanie a quand même réussi à marquer un but alors qu'ils étaient un peu étouffés par le Nigeria. Et puis hier, un bon match de la Tunisie pour l'ouverture avec 3-1. Aujourd'hui, Burkina Faso, Guinée équatoriale, l'Algérie contre le Soudan, le Cameroun contre le Gabon et la Côte d'Ivoire contre le Mozambique. C'est sacrées équipes aujourd'hui qui arrivent dans la CAN. Oui. Alors, cette CAN ? C'est l'ancien tenant du titre, la Côte d'Ivoire qui joue aujourd'hui, et celui d'avant, l'Algérie. Alors, la CAN, bon démarrage par rapport à l'organisation. Par rapport à l'organisation. Tout se passe bien, c'est juste la pluie peut-être. Voilà. Pour nous, on est content de cette pluie, mais pour beaucoup d'observateurs non avertis, ils ne comprennent pas très bien qu'il puisse pleuvoir autant. C'est-à-dire qu'hier, on voyait bien, notamment pour le match mais les à stats Rabat, tiennent bien. Oui,
qu'à un moment donné, la pelouse ne pouvait plus absorber l'eau. Vrai, ouais. Donc c'était un peu de l'aquaplaning, mais en tout cas, il faut quand même dire à quel point cette pelouse, elle est belle, Ouais. elle est belle, a été bien traitée, Clairement, et que c'est... Alors, il y a aussi un détail qui commence à remonter sur les réseaux sociaux, mais j'ai envie de dire que ça remonte à chaque fois, à chaque organisation de Cannes, et même de certaines Coupes du Monde, c'est des matchs qui ne font pas le plein, des stades qui sont à moitié vides, on va dire. Alors, le diffuseur l'a bien compris parce qu'il évite de faire des vues d'ensemble, ce qui fait qu'on ne voit pas réellement que le stade est presque vide, mais peut-être faudrait-il réfléchir à ça. Il faudrait que la CAF et la FIFA pensent à ça, et les pays organisateurs. Il y a des solutions qui sont trouvées dans d'autres pays, par exemple, pas forcément pour les Coupes du Monde ou pour les grandes manifestations, mais pour des matchs avec des écoles, avec des gens qui sont invités comme ça, à qui ça fait plaisir sur un plan social, et c'est important. Ou bien inviter à chaque fois le public algérien. Parce que là, j'ai vu que les stades étaient remplis tous les matchs de l'Algérie. On verra tout à l'heure ce match de l'Algérie. Mais je pense que si à chaque fois on laissait un quota pour le public algérien, on aurait des stades tout le temps pleins. En tout cas, ça fait plaisir. On va voir aujourd'hui cette Algérie. Hein. C'est important comment le public marocain va interagir avec le public algérien. Je pense que ça va bien se passer parce que Mais j'ai vu des drapeaux algériens pendant l'arrivée, au match Maroc-Comores. Il y avait des drapeaux algériens au milieu du public marocain. Donc on va voir. Hein. Mais tout va bien se passer. Vous allez voir, tout va bien se passer. Et puis quand même, on parle sport là. Oui. On parle football. On parle football, oui, effectivement. C'est censé être incarné effectivement un peu dans cette logique des Jeux Olympiques dans le passé. C'est la trêve pendant la compétition. Et ça devrait l'être entre le Maroc et l'Algérie pendant ces 3 semaines en tout cas. Mais on va voir comment ça se passera. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de Marocains qui supportent l'Algérie, qui soutiennent l'Algérie. Évidemment, parce qu'il y a toujours ces liens humains. Il faut dire que cette équipe, elle est très intéressante, l'équipe des Fennecs. On en reparlera. On se retrouve juste après les infos présentées par Nadalam pour reparler peut-être un petit peu de la CAN et puis entrer dans le vif du sujet de l'éducation, l'enseignement aujourd'hui. Et puis ensuite, on aura l'analyse rétrospective de cette année internationale. Les décodeurs jusqu'à 9h30 avec aujourd'hui Afid Boutaleb, analyste géopolitique. Bonjour, rebonjour. Rebonjour. Et Salaheddine Nabira, expert en éducation, directeur général du groupe Philosophe. Comme on met une puce GPS sur chacun de nos décodeurs, on sait qu'il est en train de stationner. Ouais. Voilà. Ça c'est important. Hein. Quand vous voulez des décodeurs, hop, une puce. Eh oui. Donc on va commencer cette rétrospective 2025 internationale et puis après on passera au sujet enseignement quand Salaheddine arrivera. J'aimerais qu'on commence par une grande date historique pour nous. Hein. C'est cette fameuse résolution 2797 de l'ONU sur le Sahara marocain, adoptée par le Conseil de sécurité. Ça fait partie des grands moments de l'année. Oui, que pour reprendre les mots de Sa Majesté dans son discours du 31 octobre 2025, il y a un avant et un après résolution 2797. On le sait, Staffan de Mistura, l'envoyé de personnel du secrétaire général des Nations Unies, a clairement dit dans sa dernière sortie l'autodétermination et la souveraineté marocaine sont 2 concepts complémentaires sur ce dossier. Et aujourd'hui, ce qu'on attend vraiment, c'est d'aller de l'avant avec les parties prenantes qui ont été explicitement mis en avant, les 4 parties prenantes, noté dans le Maroc, Algérie, Polisario et Mauritanie. Et là-dessus, j'espère voir en 2026 un nouveau changement. Mais ce qu'on a pu constater pendant 2025, c'est cette dynamique autour du plan d'autonomie marocain, la capacité à convaincre de la part de la diplomatie marocaine des parties prenantes importantes comme la Russie, la Chine, à rassurer nos partenaires européens qui est le premier marché du Maroc.
et a continué avec Donald Trump, puisque grâce à lui, effectivement, en 2020, on a pu réaliser cette percée grâce à lui, effectivement, et les efforts conjoints de la diplomatie marocaine. Et on ne peut que se féliciter de cette dynamique. On l'a vu avec le Paraguay récemment qui soutient l'initiative d'autonomie marocaine, le Royaume-Uni qui l'a soutenu, le Portugal, toute cette dynamique vraiment positive de la communauté internationale autour de ce dossier, la capacité du Maroc, qu'a eu le Maroc pendant toutes ces années à vraiment être proactif sur tous les fronts, sur tous les continents. Là-dessus, c'était une très belle nouvelle. Oui, et ça, on espère... Ça a été un moment de ferveur aussi pour tous les ça Marocains. a été effectivement un moment de ferveur où on a vu la population marocaine sortir, puisque cette question du Sahara réunit juste vraiment avant la commémoration de la Marche verte. Des cinquantenaires, du jubilé. 50 ans, incroyable. Oui. Ouais. Et c'était une date... Toutes les planètes étaient alignées, on va dire. C'est bateau de dire ça, mais c'est vrai. C'est vrai que le mois d'octobre était un mois particulier au Maroc, on s'en souvient, et qui s'était terminé en apothéose avec une liesse du peuple marocain autour de son roi et autour de la question du Sahara marocain. Ça, c'était une date à retenir, et on croise les doigts, on espère pour 2026 vraiment une inflexion, disons-le clairement, de la partie algérienne pour que les dirigeants algériens puissent enfin dialoguer. Reprise des discussions assez rapidement. Normalement c'est en janvier. Oui. Et la réforme de la MINURSO est sur la table pour le mois d'avril. Voilà, et on fait très attention à ce qu'on dit d'ailleurs, parce que le vocabulaire compte. Je suis pas sûr que quand je dis reprise des discussions, ce soit un mot qui diplomatiquement... Négociation. Est-ce qu'on peut dire négociation ? Oui, les tables rondes. C'est le format que le Maroc demande, que l'Algérie refuse. Qui va négocier alors directement ? C'est les représentants du Maroc et les représentants des partis, et certainement surtout représentants du Maroc avec les représentants du parti. Des trois autres partis, mais surtout, normalement, c'est les Marocains et leur contrepartie algérienne, c'est ça. Sous la surveillance du Conseil de sécurité ? Oui, voilà. Et bien évidemment de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, et aussi évidemment des Américains qui sont les porte-plumes. Voilà, qui aura beaucoup de travail. Donc, oui, porte-plumes, c'est-à-dire c'est eux qui rédigent la résolution sur ce dossier-là au Conseil de sécurité. Et nous accueillons dans ce studio Salah Eddine Nabira. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour Hafez. Bonjour Salah. Ça va très bien. Bon, heureusement qu'on a une puce, qu'on vous a inséré une puce et qu'on arrivait à vous suivre. Oui, ça sert à ça. Avant de passer au sujet sur l'enseignement, on reviendra tout à l'heure dans la deuxième partie sur la rétrospective 2025 à l'international, mais un mot sur ce 31 octobre, sur cette résolution 2797 de l'ONU sur le Sahara marocain. Ça fait partie des grands moments de 2025. Mais je pense que ça devrait confirmer ce qui est déjà acté et décidé. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est surtout du côté algérien, qu'il s'aligne sur des positions internationales et qu'on puisse avancer à la concrétisation justement du projet, qu'on ait aussi de notre côté une vraie proposition. Donc, les concertations sont déjà lancées auprès des partis politiques, etc., pour qu'on ait une vision claire et qu'on entérine enfin ce conflit, ce pseudo-conflit qui était fomenté avec la partie algérienne. 8h48, on va passer au sujet sur l'enseignement. Alors c'est un sujet qu'on a introduit tout à l'heure, et pourquoi on parle d'enseignement aujourd'hui, c'est parce qu'une loi vient d'être adoptée, la loi 59-21. Elle a été adoptée au début du mois de décembre, le 8 décembre dernier déjà, et c'est une loi qui concerne l'enseignement privé. Et l'enseignement privé, et donc c'est une loi qui va réguler l'enseignement privé, et je dirais que grâce à cette loi, on va peut-être voir un modèle d'enseignement se dessiner au Maroc, un modèle marocain, c'est ça ? En fait, juste pour rassurer les auditeurs, cette loi vient confirmer certaines pratiques qui existaient déjà. Il ne faut pas entendre que l'enseignement privé n'a pas été régulé. Moi qui ai opéré dans tous les segments, si on peut dire, de l'enseignement privé du supérieur au professionnel, celui qui est le plus réglementé, où j'étais vraiment confronté à une grande réglementation, même de proximité, c'est l'enseignement fondamental. Moins importante au supérieur des autres étages. Donc,
ce contrôle-là était là. Donc, il y avait un contrôle, mais il y avait quand même beaucoup de critiques. En fait, les critiques, moi j'ai envie de corriger un récit parce que le secteur de l'enseignement privé au Maroc porte des tares. Donc, malgré lui, donc, il y a un discours donc, qui est un peu commun et c'est compréhensible parce que l'école, c'est un service public. Donc, il faut qu'on le sache, comme la santé aussi. Donc, les deux secteurs qui sont un peu qu'on trouve traités ou la maltraités, mal considérés au niveau de l'espace médiatique, c'est ces deux secteurs parce que c'est censé être un service public. Maintenant, l'offre privée est là pour compléter donc l'offre publique. S'agissant de l'école, il faut bien comprendre que l'école, à la base, l'école privée ou l'enseignement privé, c'est ce qui nous a donné les premières élites nationalistes, donc qui étaient là pour préserver l'identité nationale face justement à l'occupant. Donc les premières écoles qui ont permis de former les premières élites qui étaient là pour mener justement et conduire la résistance au début. Après, c'était l'école de la deuxième chance. À un moment où l'école publique abandonnait ses enfants, qui n'arrivaient pas justement à réussir. C'était ça la deuxième phase des écoles publiques. Les écoles privées les récupéraient et leur permettaient d'avoir une deuxième chance. Ça permet aussi à beaucoup de gens de se relancer. Ces dernières années, l'école publique a permis de combler le déficit et de compléter l'offre publique ensemble pour justement offrir un modèle. Et j'en reviens à la question principale qui est au-delà de la réglementation parce qu'elle existe. Maintenant, elle est confirmée dans des textes avec certaines amendes qui ont été ajustées, certains contrôles, certains rapports clairs. Et là, encore une fois, je reviens au contrat, le fameux contrat qui est donc mis en avant dans cette loi. Écrit obligatoire. Il faut comprendre aujourd'hui que le contexte est un contexte de forte concurrence. Alors les gens, il faut comprendre, dans les écoles privées, il y a plusieurs segments. Il y a les 80% des écoles qui sont là dans les quartiers populaires, qui soutiennent les familles, qui donnent des crédits, qui des fois ne recouvrent pas certaines créances jusqu'à l'année d'après et qui sont en tellement forte concurrence, parce que surtout dans les grandes villes, etc., qui ne peuvent même pas augmenter les prix. Ils cherchent au mieux à maintenir leur part de marge. Certaines écoles aussi, donc, qui, il faut le comprendre aussi, qui ont des marques fortes, qui ont pu s'installer depuis des années et qui ont une autorité et qui ont une demande supérieure à l'offre. C'est ce qui permet des fois, et ça ne représente qu'une infime partie donc, de l'offre nationale. Donc il faut corriger ces perceptions, ces fausses perceptions. Une grande partie des écoles privées donc, ont un rôle social à jouer, à compléter donc l'offre sur certains quartiers, sur certaines zones, etc., où on a fermé certaines écoles. Et une minorité d'écoles qui sont là et qui peut-être, eux, font que... Et ça, c'est dans tous les secteurs. Il faut aussi donc nuancer un fait. C'est dans tous les secteurs aussi. Et il y a certaines pratiques donc d'augmentation de prix, mais il ne faut pas trop généraliser. Maintenant, revenir à l'essentiel. L'essentiel, pour moi, aujourd'hui, on est dans une phase où il est important d'avoir un modèle d'école marocaine qui préserve l'identité, parce que c'est important aujourd'hui, à travers tout ce qui se passe, etc., tout ce que nous importons comme culture, que ce soit un moment oriental du côté de l'Égypte, de la Turquie, un autre de l'Occident, des États-Unis, de l'Europe, il faut qu'on ait justement cette identité à préserver, et le rôle de l'école marocaine est de préserver cela. Après, le deuxième rôle très très important, c'est les débats qu'on est en train de porter aujourd'hui, notamment dans l'enseignement privé, c'est quel modèle d'étudiants marocains à sortir. Parce qu'aujourd'hui, je pense, et les paroles ont compris, les résultats ou les performances académiques, c'est aujourd'hui dépassé. C'est pas ce qui garantit un avenir meilleur. On le voit bien avec l'université, effectivement. Voilà. Et avec tous ces diplômés qui ont du mal à trouver un emploi. Vous parliez des écoles privées et peut-être... Il y a eu des critiques peut-être sur le manque de diversité de ces écoles privées. Je pense toujours, parce qu'on pense toujours à l'école française, on pense toujours, parce qu'il y en a beaucoup. Il faut aussi développer cette diversité-là. Alors, vous avez bien fait de poser la question. Je vous pose la question parce que vous êtes un adepte de cette diversité. Alors, vous avez bien fait de poser la question. En fait, il faut nuancer. En fait, les écoles, ou plus ou moins alignées aux missions étrangères, qui sont là. Je dis les Français, mais voilà, françaises, américaines, anglaises, etc. Voilà, c'est des écoles qui sont à la base, censées être là pour les expatriés, donc pour pouvoir accompagner les expatriés. Moi, mon rêve aujourd'hui, honnêtement, et c'est une ambition sur laquelle on travaille, c'est d'avoir des écoles marocaines installées justement pour accompagner toute cette diaspora marocaine qui est très attachée aujourd'hui. Et on le voit avec les 5e, 6e générations qui choisissent de jouer pour le Maroc, contexte de Cannes oblige, et moi j'en ai vécu. Moi, j'étais dans des zones où des gens rapatriaient leurs enfants au Maroc justement pour préserver cette identité. Moi, je pense aujourd'hui qu'il est temps qu'on ait des écoles marocaines capables aussi d'aller accompagner il y a combien de millions de Marocains à l'étranger? Minimum 5 ou 6 millions qui ont besoin aussi d'avoir une offre, comme qu'on a eu justement ce mouvement d'extension des missions étrangères. Maintenant, moi,
s'agissant de l'école marocaine, privée marocaine, donc qui opère sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale, le modèle, et on avait fait tout un sommet, un congrès pour parler de cela, aujourd'hui, on a certaines écoles marocaines et une nouvelle génération. Il faut aussi le comprendre parce qu'il y avait la génération des pionniers et aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de jeunes qui opèrent avec une vraie offre de valeur. Une vraie offre de valeur qui est mise sur les deux volets, comme j'ai dit, donc avoir une identité forte et avoir un citoyen du monde, c'est-à-dire capable d'opérer partout parce qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui veulent continuer en Asie, qui veulent aller faire leurs études dans d'autres pays, donc loin des sentiers battus de l'Europe connue, la France ou l'Espagne ou même les États-Unis. Aujourd'hui, il y a plusieurs perspectives et on aimerait que nos élèves, après leur bac, aient cette possibilité d'aller opérer culturellement dans différents horizons. Mais alors justement, c'est intéressant cette histoire d'identité. L'identité marocaine, par exemple, pour une école privée, c'est quoi ou ce serait quoi? Alors, ça serait de comprendre toute l'histoire, tout le cheminement qui a fait qu'on est un pays très séculaire, qui a une histoire très très riche et très très forte. Et il faut aussi savoir, l'identité, c'est pas un renfermement. Plus on est fort, on appuie sur son identité, plus on est prêt à s'ouvrir. Et c'est ce qui fait que les Marocains ont une culture très ouverte, contrairement à certains pays donc mitoyens ou à côté, parce que justement, on a une identité très ancrée. C'est de célébrer donc toutes les fêtes nationales, c'est de montrer tout ce récit national et de le raconter d'une bonne manière, d'une manière très glorieuse, et dire aussi que, par exemple, ne serait-ce qu'un fait qui renforce, et d'ailleurs on le voit aujourd'hui, ce qu'a fait le foot pour le Maroc, ce renforcement, justement cet élan identitaire a fait quelque part et indirectement que beaucoup de gens croient en leur potentiel de pouvoir aller à l'international, de pouvoir ouvrir des unités technologiques, etc. Je vous donne un exemple très très simple et j'invite toutes les écoles à aller opérer. Nous, par exemple, dans nos écoles, chaque année, on a des projets technologiques qui visent principalement à casser le plafond de verre, par exemple. Et ça, c'est possible. Et je le vois parce que il faut sortir justement ces lunettes, que je comprends et qui a été très malheureusement développées par certains médias de qualifier les écoles de vampires ou je ne sais pas, de gens qui exploitent et tout. Moi, j'aurais bien aimé, comme on a une couverture sociale, par exemple, aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une offre publique, une offre privée. Mais on a une couverture sociale qui permet aux gens d'opérer dans les deux secteurs, d'aller au public comme d'aller au privé sur certaines spécialités. Ça serait bien aussi qu'on ait cette alternative, comme l'école étant un service public, et l'école et les Marocains d'abord, qu'ils soient publics et privés, de permettre justement via des mécanismes aux foyers qui ne placent pas leurs élèves, leurs enfants dans les écoles publiques, de pouvoir avoir, ne serait pas un crédit d'impôt, quelque chose qui permet de déduire ça et de compenser justement la pression, parce que c'est cette pression sur les ménages qui crée cette tension dans le rapport. Cette pression, elle est de plus en plus importante. Exactement. Et je suppose que des auditeurs, par exemple, qui nous écoutent en ce moment, ont eu plusieurs fois des difficultés à boucler les fins de mois et à payer l'école privée, justement, et avoir eu des relances, beaucoup de relances, etc., sans pouvoir trouver de solution. Vous savez, aujourd'hui... Je veux dire, ça arrive. Oui, bien sûr que ça arrive. Aujourd'hui, l'État fait un grand effort. Avec les écoles pionnières, il faut le saluer. Ils sont en train de moderniser énormément d'écoles et chaque année, il y a d'ouverture de nouveaux sites. Il y a plein d'écoles qui ouvrent. Donc, il y a une offre publique qui est là, qui est en train de se réformer. Il faut dire que l'école pionnière, c'est un bon chantier avec tous les systèmes qui se font à l'intérieur. Donc, qui avec un vrai suivi, un pilotage de très, très grande proximité. Donc, il y a une offre publique qui est là. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas à un moment, quand on n'a pas les moyens, il y a l'école publique. Ce n'est pas une absence d'école publique, et surtout dans des sites, etc. Et le travail, elle est là. Après, il y a l'école privée qui est censée compléter l'offre publique sur certains quartiers où, à un moment, il n'y a plus de demande. Par exemple, quasi intramuros, les écoles sont fermées. Aujourd'hui, il y a plein d'écoles publiques qui sont abandonnées. Je comprends aussi qu'ils sont des fois abandonnées par manque d'offres intéressantes. Il ne faut pas le comprendre. Après, il y a des alternatives. On constate, mais on ne comprend pas. Quoi. Après, la population de la ville se réduit. Bien sûr. On a perdu 200 000 habitants. Exactement. Il y a une extension au profit de la périphérie. Au profit de la périphérie. Donc, pour accompagner cette croissance, parce que aussi, maintenant, il y a les budgets, il y a les moyens. J'imagine qu'il y aura, parmi les chantiers, c'est l'ouverture de nouvelles écoles. Donc, l'école privée, elle est là pour apporter certains services, certains conforts, certaines choses. C'est-à-dire, il n'y a pas d'obligation. Aujourd'hui, alhamdoulilah, au Maroc, il y a l'école. Personne n'a pas de place. Ça veut dire qu'on n'a pas de place ou de manque de place dans le public. Quand on fait le choix du privé, maintenant il faut militer. Moi-même qui vous parle, je te rappelle Hafid, j'avais porté des alternatives comme les écoles coopératives qui peuvent prendre les écoles publiques fermées aujourd'hui en gestion déléguée. Comme il y a les écoles communales, aujourd'hui les communes peuvent aussi monter des structures. La ville peut aussi opérer. Comme on fait des SDL pour gérer la ville, on peut monter et exploiter ça. Voilà. Mais après, c'est aux gens de militer pour ça et de s'engager politiquement
mots, défendre des projets, pas que de râler. Vous savez, c'est comme dans tous les secteurs d'activité, vous avez l'offre publique, vous avez l'offre privée quand vous faites le choix de le faire parce que vous êtes convaincu et c'est un investissement. Et cet investissement-là, je comprends que ça fait mal au porte-monnaie, comme plein d'autres, comme quand on achète une voiture, parce que a priori, il n'y a pas de transport public. C'est un peu la même chose. On préfère le confort. On prend un crédit, on achète une voiture. Donc, je ne peux pas comprendre qu'on accepte qu'on paye pour la voiture et qu'on ne paye pas pour le plus important qui est l'école de ses enfants. On revient dans quelques minutes. Je vous demanderai si trop de générations ici au Maroc ont été trop façonnées par les missions étrangères. Ce sera la première question tout à l'heure. Et voilà, j'ai des décodeurs qui se prennent en photo avec la fausse coupe de la canne. Ah bon, elle est fausse. Aïe, aïe, aïe. On va ramener la bonne, Inch'Allah. Il faudrait qu'on ait la bonne quand même. Salaheddine Nabira, expert éducation, directeur général du groupe Philosophe, et Hafid Boutaleb, analyste géopolitique. Avec nous, on continue à parler d'éducation avec cette question. Est-ce que, à votre avis, trop de générations ont été trop façonnées, entre guillemets, par les missions étrangères? Salaheddine. Moi, je pense que sur ce sujet-là, en partie, vous avez raison. Mais j'ai toujours cru et pensé que la famille joue un rôle de rempart très très important. D'ailleurs, on voit notre ami Hafid qui a fait la mission française, mais qui a une identité très forte, très ancrée, très engagée dans tous les débats. Après, ça dépend de la famille qui est là et comment il fait. Parce que le contre-exemple, c'est les Marocains qui ont vécu les 5e générations et qui, à 17-16 ans, choisissent de jouer pour le Maroc, alors que peut-être ils y ont mis le pied une fois toutes les 5 ans. Parce qu'il y avait la maman marocaine à la maison. Et quand on part aujourd'hui même dans des maisons marocaines, on retrouve le salon marocain, on retrouve le couscous le vendredi. Donc il y a ce rôle de préservation. C'est pour ça que j'ai dit qu'on a la chance d'avoir une identité très très forte et qui nous préserve, qui nous renforce d'aller nous ouvrir. Maintenant, ce qui est bien, et c'est ça, c'est de remonter, on le sent qu'il y a beaucoup de Marocains qui sont en rupture avec ce modèle. Non pas parce que c'est une mission étrangère, parce que ça n'apporte plus de solution. Moi, ayant connu, moi aussi, j'ai été obligé de mettre mes enfants quand j'étais pas dans le secteur, dans ces écoles-là. Quand on voit, par exemple, le programme des écoles françaises, tout le primaire, on étudie que la langue, principalement. Que la langue avec un seul prof principal qui fait office de prof de maths, de prof d'informatique. Aujourd'hui, des écoles marocaines, vous avez des profs de spécialité. Vous savez, toutes les écoles marocaines, une bonne partie des écoles marocaines ont déjà intégré la robotique alors que ce n'est pas assez développé, alors, même dans les missions étrangères. Justement, ça c'est quelque chose que vous faites chez vous. Mais la question, sur ces contenus pédagogiques, par exemple, avant, vous allez comprendre ce que je vais dire, quand les contenus étaient différents, quand on apportait des contenus différents, on disait des contenus alternatifs. Et on parlait de systèmes alternatifs. On citait même des systèmes nordiques, d'autres systèmes, toujours les mêmes, etc. Vous dites, non, ces systèmes-là, ce n'est pas des systèmes alternatifs, il faut les intégrer. Moi, ce que je dis, vous savez, et ça c'est mon opinion personnelle, vous savez, la problématique de l'éducation en général, ce n'est ni les manuels, ni les programmes, ni le choix, c'est l'enseignant lui-même et la pratique enseignante en classe. Ces pratiques-là apportent des solutions aux nouvelles générations. Vous savez, il y a une évolution des générations et l'école n'a pas évolué. Vous savez, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui, on entend parler de problèmes d'apprentissage, etc. Non, c'est des problèmes que l'enseignement n'est plus adapté de la même manière. Prenons l'exemple de l'enseignement des mathématiques. Vous savez, ma génération et ceux qui m'ont précédé, on avait une grande capacité d'abstraction. Parce qu'on n'avait rien, on n'avait pas YouTube, on n'avait rien, on pouvait s'imaginer des choses. Aujourd'hui, un enfant qui vit dans la réalité et la réalité approchée, il veut voir un quartier à New York, il rentre sur YouTube, il peut même faire une visite 3D. Ouais. Vous ne pouvez pas lui demander parce que cette capacité ou cette compétence a disparu dans sa tête, donc il ne peut plus imaginer. C'est pour cela que enseigner les mathématiques, ça doit changer. On doit aller plus vers l'expérience, vers des jeux matérialisés, surtout qu'on a aujourd'hui des solutions, que ce soit sur le contenu multimédia, que ce soit sur pas mal d'objets éducatifs et de jouets éducatifs qui permettent de matérialiser certaines notions. C'est pour cela, je vous donne un exemple très simple. Nous, on a compris ça un peu très très tôt et on a intégré un modèle pédagogique. Je l'annonce en avant-première parce qu'on va sortir un fascicule sur ça. À côté, on a qui s'appelle Skill Up et c'est une méthode qui cherche plus à développer les compétences. Et d'ailleurs, c'est l'essence même du projet de loi de réforme aujourd'hui de l'école publique, c'est de mettre l'emphase sur les compétences. Moi, quand un élève rentre pour apprendre la langue, et c'est ce qu'il fait, je donne un exemple très simple, les auditeurs vont le comprendre. Comment vous pouvez comprendre que, par exemple, l'apprentissage de la langue française, les écoles publiques ou les écoles privées, pendant 12 années, minimum 3-4 heures par semaine, et les élèves sortent au bac qui ne maîtrisent pas la langue. Alors qu'un alphabète qui part en immigration clandestine de n'importe quel patelin du Maroc, au bout de 6 mois, il apprend parce qu'on a besoin d'immersion. L'enseignement sans immersion linguistique, c'est ce qui fait que les élèves de la mission, par exemple, ne parlent pas arabe alors que c'est des Marocains. Parce qu'ils vivent dans un environnement
francophones. À l'opposé, ils maîtrisent la langue française parce que ça parle en cours, ça parle en classe, ça parle en famille. Donc, par exemple, cette problématique, on ne l'a jamais appréhendée comme ça. À chaque fois, on change de méthode. C'est vrai que quand on l'appréhende comme ça... Voilà. Par exemple, les écoles privées, et beaucoup d'écoles privées ont fait l'effort d'intégrer du contenu lié, par exemple, à de l'improvisation théâtrale, à des arts plastiques intégrés, à de la communication renforcée. Donc, moi, je pense que c'est cette façon d'appréhender. Alors, prenons la maîtrise, par exemple, des sciences. Quand vous faites, par exemple, l'année dernière, nous, on a installé un projet de construction de drones fait par les élèves et ça avait un double objectif. D'abord, de casser le plafond de fer et donner cette confiance aux Marocains qu'il est capable de faire la même chose. Comme on a gagné une Coupe du Monde, on peut aussi fabriquer des avions. Et on le voit dans d'autres pays qui ont réussi ça parce qu'ils ont cassé les Chinois, ils ont cassé ce plafond de verre il y a longtemps. Aujourd'hui, rien ne leur fait peur et ils peuvent rivaliser même avec la Silicon Valley. Donc, on a fait ça. Cette année-là, nos élèves, quand ils ont goûté à ça, ils vont, par exemple, construire une voiture. Donc, cette année, c'est une voiture. Une voiture électrique, voilà, exactement. Après, il y a de l'entrepreneuriat intégré qui nous empêche de faire ça. Vous savez, la force et la richesse du système marocain et surtout ça laisse place à plein de choses. Vous pouvez intégrer plein de contenus dans le cadre des matières enseignées, mais à condition que, comme j'ai dit, il faut avoir un vrai projet, il faut engager l'enseignant et donner du sens à ce qu'on fait parce que c'est ce qui manque aujourd'hui. Un élève a besoin de sens, de comprendre. Vous savez, quand on est, par exemple, prenons le cas du programme français, quand on voit que des élèves sont obligés de compter les syllabes dans une strophe d'un poème, à un moment, un enfant est dans le droit de vous donner, moi je veux devenir ingénieur, ça va m'aider à quoi? Il faut savoir répondre à cette question-là. Et si l'enseignant a la capacité de transformer ça en problème mathématique et de jouer avec, l'élève va l'apprendre. Donc c'est ce nœud-là, c'est cette couche de valeur à apporter qui est très importante. Alors, dernière question pour ce sujet. Est-ce qu'il existe des espaces de discussion, justement, sur ces contenus et sur la coexistence entre le public et le privé actuellement? Est-ce que ça discute? Exactement. Moi-même, au sein de l'Alliance de l'enseignement privé, on a lancé donc une grande réflexion. On a un congrès auquel on a, d'ailleurs, dans ce congrès-là, on a mis en valeur le Made in Morocco. On avait invité professeur Yazami, Nassim Belkhiat, Monsef et tous ceux qui apportent de la valeur, d'abord pour en parler et donner des exemples aussi. Et d'ailleurs, le slogan du congrès, c'était une identité marocaine, un citoyen du monde. Moi, je pense que c'est ça, c'est sur ça qu'il faut s'investir, c'est-à-dire renforcer l'ancrage à notre identité et s'ouvrir pleinement comme notre pays qui est dans un carrefour international. On est ouvert à l'Atlantique, à la Méditerranée, à l'Europe, aux États-Unis et la Russie. Je pense qu'on est les seuls à réussir cette équation d'être bon avec tout le monde. 9h15. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantique Matin. Les débats express. On va faire le tour du monde avec Hafid Boutaleb aujourd'hui. Oui. Assez rapidement. Rétrospective. Ouais, rétrospective. On a 15 minutes. Tout à l'heure, on a parlé donc de cette résolution historique 2797. Et puis, j'aimerais bien qu'on parle de Donald Trump. Tiens, Donald Trump. Et justement, est-ce qu'on revient sur les droits douaniers, par exemple? Oui. Bon, ça, c'était quand même la grande surprise de 2025. Ça a été un outil de pression. Surtout que Donald Trump, qui a fait 3 campagnes électorales, celle de 2016, de 2020, 2024, n'a jamais, dans ses campagnes électorales, évoqué la moindre politique de tarifs. Et puis d'un coup, il arrive, il déboule, et la première chose qu'il fait, c'est lister pays par pays, plus 10%, plus 50%. On n'a jamais vu ça. Oui, oui. Et donc c'était une manière pour lui de restaurer la puissance américaine dans une philosophie, comme on le sait, bilatérale. Ouais. C'est-à-dire que saboter les regroupements, le multilatéralisme, pour mettre en avant la puissance américaine. Parce que quand les pays se regroupent, se coalisent, comme l'Union européenne, ça relative nécessairement la puissance américaine. La France ne parle plus au nom des 3 000 milliards de PIB qu'elle représente, ou des 70 millions d'habitants, elle parle au nom de 400 millions et de presque 25 000 milliards de PIB. Et puis Donald Trump refuse cette approche, il préfère vraiment. Donc la politique des tarifs, très grande surprise, si vous vous souvenez, les cours en bourse qui s'effondrent de 5-6%, oui. Et puis tout redevient comme avant, quasiment. Il y a des donc négociations. Tout a été, oui, il y a eu des négociations. C'était de la diplomatie après. Oui, c'était que mais ça. Ça a fait du mal à certains pays comme l'Inde, par exemple. Oui, alors. Et ça continue à faire du mal. Oui, ça a fait du mal à l'Inde, notamment à cause du pétrole russe. C'est surtout le pétrole russe, les sanctions du pétrole russe, ce qui fait que même la Russie aujourd'hui
quand même est en difficulté parce qu'elle est forcée de vendre son pétrole du fait de ces sanctions à un prix qui est trop bas pour un pays quand même de 150 millions d'habitants. Ils ont besoin d'un certain seuil qu'ils ont du mal à retrouver aujourd'hui. Alors, est-ce que cette politique du bras de fer de Donald Trump menace pas un peu trop la consommation intérieure américaine? Non, pas du tout, puisque la croissance américaine est là, l'économie américaine tourne bien. Non, ça va. Même à l'échelle planétaire, on finit l'année avec 3% de croissance selon le FMI. Donc, cette politique des tarifs et du rentre-dedans trumpien n'a pas véritablement impacté l'économie mondiale. On n'est pas dans une crise ou dans une folie. Mais le style de Trump, c'est toujours ça, c'est faire plus de peur que de mal. C'est ça un peu le style auquel nous a habitués le président des États-Unis. Alors évidemment, on l'aime bien ici au Maroc, le président Trump. On est d'accord que cette politique rentre dedans, on pourrait dire, de cette année a eu beaucoup de succès pour lui. Tout à l'heure, dans l'info en plus, après le journal de 7h30, je parlais de ce que vient de mettre en place l'administration Trump. Elle a porté de 1 000 à 3 000 $ la prime au départ volontaire pour les étrangers en situation irrégulière aux États-Unis, en créant, en surfant, on va dire, sur Noël et les fêtes de fin d'année, avec un spot où on dit jusqu'à la fin de l'année, prenez avantage d'une prime de 3 000 $ afin de rentrer chez vous pour les fêtes. C'est du cynisme incroyable, quoi. Ouais. Et c'est fait par un ministère, c'est fait par la police fédérale de l'immigration, avec une musique de Noël en fond, enfin voilà, quoi. C'est vrai que ça aussi, c'est le style de Trump. Est-ce qu'on peut... Tu l'as dit, Franck, on l'aime bien au Maroc par rapport à les services qu'il nous a rendus, mais on passe ça dans les infos insolites. Qu'est-ce qu'on ne peut pas critiquer ce type de... Mais bien sûr que ça fait peur, même. Et ce déploiement de la garde nationale dans les grandes capitales des États américains, ça aussi, ça fait peur. Et certains discours, des fois, musclés. Mais en même temps, parallèlement à cela, on a aussi des gestes d'apaisement, comme recevoir Zohran Mamdani à la Maison-Blanche. Donc, on est toujours souffler le chaud, le froid. Vous savez qu'ils ont un point commun, Zohran Mamdani. Ils sont new-yorkais. Et Donald Trump, ils adorent le Maroc. Ah voilà. Oui, effectivement, et Zohran Mamdani qu'on salue parce qu'il a soutenu le Maroc dans un restaurant marocain pour le lancement de la Mais cette politique de fait accompli de Trump ne fonctionne pas toujours, on l'a constaté avec ses deals, ses peace deals, les deals de la paix qu'il a fait avec le RDC Rwanda, avec le Cambodge, Thaïlande, et qui se prétend être l'homme de la paix. Effectivement, c'est vrai que pour un président américain, il parle souvent de paix, de résoudre ces conflits, sauf que une fois les signatures, une fois les caméras passées, une fois la rencontre au bureau ovale terminée, eh bien les combats reprennent sur le terrain, on l'a vu, et on le voit encore entre le Cambodge et la Thaïlande, et on le voit entre le RDC Rwanda. Donc, est-ce que sa façon d'aborder les conflits... Rwanda, ça n'a pas fonctionné. Non, oui, mais ça continue. Est-ce qu'il ne fait pas ça que pour le show, pour vendre une image, et qu'ensuite, une fois que l'image est sur les médias, il tourne la page? Ça, il y a un manque de constance là-dessus. Alors justement, parlons des accords de paix possibles, mais fragiles, entre l'Ukraine et la Russie. Oui, alors on l'a constaté, on pensait que le conflit allait se résoudre en mars. Donald Trump avait parlé de résoudre ce conflit en 24 heures qui durent, il faut qu'il nous dise sur quelle planète. 24 heures sur Saturne, ça prend plusieurs années. Donc, il a promis de résoudre ça, il a échoué. Et puis, se sont succédés plusieurs rencontres entre Vladimir Poutine et Donald Trump, notamment celle à Anchorage en Alaska. Ça ne donne rien, et surtout, sur le terrain, les Russes continuent d'avancer, de progresser, de récupérer du terrain. Ils ont encore repris une ville. Là, et oui, ça continue. Donc l'Ukraine, elle est en recul. Alors ce n'est pas une débandade, puisque quand même, il recule que de 100 km² à peu près par semaine. C'est pas très, très important, mais ça reste quand même 100 km² de moins chaque semaine sur son propre territoire national, surtout que les Russes, à chaque fois qu'il s'agit de négocier, la dernière chose qu'ils veulent négocier, c'est les concessions territoriales, puisque pour eux, chaque mètre pris aux Ukrainiens est définitivement retourné à la nation russe. Donc, puis il y a l'entrée aussi des Européens dans le game, et ce blocage des avoirs russes en Europe, et les Européens ont réussi à le contourner, en fait. Déjà, ce blocage
en mettant en place une espèce de guichet avec. Oui, tous mais les pays. on a vu vraiment qu'entre Européens, ils ont du mal à se faire confiance. Hein. Les Belges ne voulaient pas écouter au début, puisqu'ils se disaient que l'Europe va les lâcher dès qu'il faudra répondre devant un tribunal international, sachant que s'il y a une action en justice de la Russie, les Russes risquent très fortement de gagner. Hein. Ouais. Et donc, là-dessus... Avant de passer à Gaza, j'ai une question pour Saladin Nabira. Est-ce que cette entre guillemets, cette confrontation avec l'actualité, elle est importante dans l'enseignement, dans l'éducation? Bien sûr, ça va. Parmi les choses qu'il faudrait aussi, j'ai parlé d'immersion linguistique, mais aussi l'immersion culturelle. Rien que la semaine dernière, on a reçu justement Samuel Chawki qui vient de sortir son dernier livre sur Trump 2, et on en reçoit à chaque fois que c'est possible. Cette exposition, bien sûr, aux enjeux est très importante parce que l'objectif, c'est quoi? Au-delà, moi je l'ai dit à Hafid tout à l'heure, moi par exemple, les résultats au bac, c'est dépassé. C'est pas l'enjeu majeur parce que c'est devenu facile et maîtrisable. On a eu l'année dernière 100% avec mention. Donc le dernier de la promo pouvait passer les concours de médecine. Mais ce qui est le plus important, c'est de développer toutes ces compétences, la capacité de comprendre les enjeux, de se situer dans le contexte international et de pouvoir comprendre, trouver des solutions. Et cette exposition est très importante. Donc moi, j'invite toutes les écoles à faire pareil parce que justement, les auteurs sont disponibles. Il suffit juste de les appeler. Nous, dans nos écoles, par exemple, moi, j'avais reçu le VP Monde R&D de Oracle, qui est donc un Marocain, et qui a été très gentil à répondre à la sollicitation. Par exemple, s'agissant de l'orientation, par exemple, moi, j'aime bien que l'orientation se fasse de manière passive et indirecte, en recevant des managers aussi, qu'il faut qu'ils rentrent dans l'école. Donc une intégration Bien et sûr. dans l'actualité Exactement. et dans la vie Exactement. les Exactement. entreprises, Exactement. la vie quotidienne finalement Bien sûr. de vos élèves. On l'a bien vu avec le mouvement de la Gen Z, par exemple. Il y avait cette intégration du mouvement dans les mouvements internationaux. Donc, Oui. et avec Ça tout fait ce qui partie se d'une passait dans tendance d'autres. Voilà, internationale, exactement. ouais. Ça aussi, ça a Madagascar. été un des moments importants Oui. de l'année 2025, ces mouvements jeunes dans pas mal de pays. Parlons de Gaza, un cessez-le-feu sous tension. Est-ce que c'est un cessez-le-feu encore fragile? Et que dire des provocations d'Israël? Alors justement, est-ce qu'il s'agit d'un cessez-le-feu avec un rythme aussi soutenu de bombardement en plein cessez-le-feu avec autant de morts quasi quotidiens? C'est juste le nombre. Oui, la reprise des colonies. Toujours ça, c'est la grande maxime de ce Likoud, de ce parti au pouvoir en Israël et de l'extrême droite et de la coalition autour du Likoud. C'est toujours l'expansionnisme, la colonisation. Et je ne suis pas sûr que ça ait un véritable avenir, puisque cette année 2025, on l'a clairement vu, les pays riverains se sont plus que jamais rapprochés, coalisés. On l'a vu à Sharm el-Sheikh, cette rencontre avec Donald Trump et tous les pays riverains. On l'a vu avec toujours cette Qatar, Égypte, Turquie, États-Unis qui font des communiqués pour pousser, faire pression sur Benjamin Netanyahou. Mais malheureusement, sur le terrain israélien, l'armée israélienne l'a toujours dit, c'est eux les maîtres, c'est eux qui tiennent et donc ils bombardent quand ils veulent, ils tuent qui ils veulent. Et aucun pays n'a de pression ou n'a de mot à dire sur ça, même les États-Unis. Quelle est la solution? Est-ce que c'est le départ de Netanyahou? La solution, on la connaît, c'est la solution à deux États. C'est ce que notre diplomatie marocaine réitère. On est d'accord. Voilà. Okay. Donc. Ok. Parlons maintenant, on passe d'un sujet à l'autre comme ça assez vite. Les débats express. J'aimerais que vous nous expliquiez en fait ce qui se passe au Venezuela. Est-ce que c'est le retour d'une certaine guerre froide finalement entre les États-Unis et les Russes avec ce point de focalisation sur le Venezuela? Alors une guerre froide localisée, voilà, c'est un peu la nouveauté, c'est que sur certains sujets, il y a un rapprochement. Il n'y a plus on l'a eu dans le passé. Oui, mais il n'y a plus de ligne d'achoppement, on va dire, qui est claire aujourd'hui. Ils peuvent être alliés sur certains sujets. On a vu à quel point Washington s'est allié sur Moscou quand il s'agissait de proposer des plans pour résoudre la guerre en Ukraine et trouver un plan de paix. Et on le voit à quel point là, Poutine soutient Maduro. Lui, il lui envoie. Et là-dessus, la Russie n'a pas intérêt à s'engager avec un pays et ensuite perdre la face, parce qu'ils ont déjà perdu la face avec Bachar al-Assad. On s'en souvient l'an dernier. Ils auront du mal à justifier que chaque fois qu'ils soutiennent un allié, ce dirigeant tombe. Donc il faut, et c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais
on n'a pas l'impression vraiment que Donald Trump a véritablement envie de mettre les pieds dans le plat et d'attaquer, bombarder le Caracas. Salah Eddine, si vous voulez rajouter quelque Non, chose. on va allez-y, juste hein. dire Ouais. que j'ai eu du plaisir à écouter Hafid Ah oui, mais Boutal c'est dingue. ce Et matin, à attends, commenter merci. l'actualité. Attendez, parce qu'il reste un sujet. Et il nous reste 30 secondes et on va voir s'il traite le sujet en 30 secondes. La France en plein désordre politique, mon cher. Oui, Que se passe-t-il en France? alors C'est j'ai du mal à terrible. me souvenir. On a commencé l'année en France avec, c'était qui la première ministre? Elisabeth Borne. On sait Ensuite, plus. il y a eu On sait plus. Attal, c'était cette année ou l'année d'avant? Non, Ouais, c'était non. Bayrou, c'était avant. Donc là, en 2 ans, non, il y a eu 4 premiers Pas de ministres, je pense. budget, pas de budget. La France est en train de voter hier soir à l'unanimité une loi spéciale pour faire fonctionner la France. Sébastien Lecornu a fait une déclaration. Il était transpirant, etc. Alors qu'on est en mois de décembre. Est-ce que ça va s'arranger cette histoire-là, ou est-ce que finalement ce sera le départ d'Emmanuel Macron qui est maintenant un président hors norme, qui s'occupe d'international. Oui. Voilà. La posture de Macron rappelle celle de Mitterrand entre 93 et 95, mais le souci, c'est que là, pour le coup... Mitterrand était malade. Hein. Et surtout, il avait une assemblée qui était contre lui intégralement. On se souvient des statistiques, des résultats. C'était 10% qui étaient pour le PS à l'époque. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de députés pro-Macron. Il va nous faire une partie de l'histoire de France. C'est bon. On a du mal à voir où se situe le soutien macronien à l'Assemblée. Emmanuel Macron qui a quand même décidé la construction d'un nouveau porte-avions à 11 milliards minimum, on va dire. Est-ce qu'il va porter son nom? Je sais pas, cette semaine, alors parce que Trump... la France n'arrive pas à voter son budget 2026. Voilà. Non, mais c'est pas la même chose. Évidemment, ça va créer des emplois. C'est bien. On y reviendra à ça, parce que c'est aussi pour créer des emplois. Merci, messieurs, vous avez été parfaits. Salah Eddine Nabira, expert en éducation, et Hafid Boutaleb, analyste géopolitique, qui a été, mais alors franchement, on aurait dit question pour un champion. Ouais, exactement. Merci Franck. Merci et à suivre les informations avec Nadalama. Bonne journée. Vous écoutez Atlantique Radio.